Donc 42% des répondants ont tenté de se suicider, contre 5,5% dans la population générale. Donc c'est un chiffre 7 fois plus élevé que celui qu'on retrouve dans la population générale. Et 78% des victimes ont eu des idées suicidaires. Donc on voit que vraiment, voilà, les violences sexuelles entraînent un désir de mort. La douleur est tellement forte que les victimes ont eu envie de se donner la mort. Ces conséquences de ce désir de mort, on va dire, est encore plus fort lorsque les violences ont eu lieu dans le cadre de la famille, lorsqu'elles ont eu lieu dans l'enfance. Et voilà, et on voit que les chiffres, une victime de viol en situation d'inceste sur 2 a tenté de se suicider. 45% des enfants victimes ont fait au moins une tentative de suicide. Il y a aussi un impact important sur la qualité de vie pour 65% des victimes. Encore une fois, il est encore plus fort voilà, en situation d'inceste, quand les violences ont été commises dans le cadre de la famille. Les violences conjugales, c'est aussi des violences commises dans le cadre de la famille. Et souvent, les victimes sont confrontées à la loi du silence. Quand elles révèlent les violences, elles se retrouvent obligées de rompre avec une partie de leur famille. Soit parce que la famille défend les agresseurs, soit parce qu'elle ne les croit pas, soit parce que les membres de leur famille sont des agresseurs. Donc ça a un impact très important sur la vie familiale, sur la vie affective. Ça a empêché certaines victimes d'avoir des enfants. Et le sentiment de solitude déclaré est donc énorme. Et 44% des victimes déclarent un sentiment de solitude maximale, c'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 10, 44%, quasiment la moitié, ont noté ce sentiment à 10. La précarité a aussi une conséquence. Certaines victimes disent que, voilà, qu'elles étaient promises à un avenir, à un bel avenir professionnel, et qu'elles ont dû tout abandonner, tout arrêter suite aux violences, parce qu'elles n'arrivaient plus à travailler, elles n'arrivaient plus à sortir de chez elles. Elles n'y arrivaient plus, c'était trop dur. Donc 37% des répondants rapportent des périodes de chômage. 49%, quasiment la moitié des victimes, ont traversé des périodes de précarité et d'exclusion sociale. Et parmi ces périodes dans ces périodes de précarité, on retrouve vraiment, elles se sont retrouvées SDF, en situation de prostitution. Enfin, on est dans la grande précarité. Une victime sur 2 a dû interrompre sa carrière professionnelle suite aux violences. Et voilà, et on voit bien qu'il y a la situation de précarité, la prévalence de la situation de précarité est multipliée par 3 par rapport à la population générale. La prise en charge judiciaire. Alors, les mesures de protection. On demandait aux victimes si elles avaient bénéficié de mesures de protection, alors qu'elles soient policières, judiciaires ou du fait de proches aussi. Bon, 83% répondent qu'elles n'ont jamais été protégées. Et celles qui ont porté plainte, on aurait pu penser que, voilà, que le chiffre aurait été bien supérieur. Mais non, enfin, c'est 67% des personnes interrogées qui ont porté plainte qui n'ont pas été protégées. Et ça ne les protège pas plus quand elles étaient mineures. Là, c'est 70%. Et un autre chiffre étonnant, c'est que 4% des victimes agressées dans l'enfance, seuls 4% étaient prises en charge par l'aide sociale à l'enfance, quand on sait que une victime agressée dans l'enfance sur 2 l'a été au sein de sa famille. On peut se poser quand même des questions là-dessus. Les répondants insistent, et pour cause, qu'il faudrait vraiment que les professionnels soient formés à faire le lien entre un mal-être et d'éventuelles violences subies. Par exemple, les professionnels de l'éducation nationale, les infirmières scolaires, à repérer vraiment les comportements d'enfants qui pourraient indiquer qu'ils subissent des violences sexuelles ou autres. Alors, 380 victimes répondant à l'enquête ont porté plainte. Ça fait 31%. C'est un chiffre beaucoup plus élevé que celui qu'on entend habituellement de 10% de femmes qui portent plainte, victimes de viols qui portent plainte. Alors déjà, nous nous intéressions à toutes les violences sexuelles. On pourrait penser que pour des faits de harcèlement, d'agression sexuelle, il est peut-être plus facile de porter plainte. Mais c'est aussi ce que disait Émilie tout à l'heure, c'est que voilà, ce sont des victimes qui sont peut-être plus averties que la moyenne des victimes. Parce que
rien que pour répondre à l'enquête, il fallait déjà qu'elle soit avertie, qu'elle soit pas dans le déni, qu'elle n'ait pas d'amnésie traumatique, etc., etc. Alors, les victimes ne portent pas plainte par vengeance, hein. Elles portent plainte d'abord parce qu'elles ont besoin d'être reconnues comme victimes, parce que c'est important pour elles, mais aussi pour empêcher un agresseur de rester en liberté et de faire d'autres victimes. Malheureusement, elles sont une grande majorité à mal vivre le dépôt de plainte, 82%. Et parfois, elles racontent vraiment des choses horribles. Alors parfois, les policiers refusent d'enregistrer les plaintes. Ils n'ont absolument pas le droit, hein. Ils font pression sur les victimes pour qu'elles ne déposent pas plainte. Et là, on a un témoignage. Enfermer une enfant de 14 ans devant un représentant de la loi qui la traite de menteuse et qui lui dit que si elle continue à raconter ce genre de conneries, elle finira en prison est inadmissible. J'ai pensé au suicide. Voilà, on voit bien que le fait que les professionnels de l'accueil et de l'accompagnement des victimes de violences, le fait qu'ils ne soient pas formés, c'est vraiment délétère. C'est-à-dire que vraiment, une victime qui a subi des choses affreuses, qui est très mal, qui a des conséquences psychotraumatiques très fortes, si en plus elle est reçue par des gens qui sont malveillants, elle peut vouloir se tuer. C'est-à-dire que c'est une grande responsabilité et c'est très très important d'améliorer l'accueil des victimes de violences sexuelles. Voilà, alors bon, c'est toujours la même chose, hein. Elles ont aussi mal vécu l'enquête policière, les auditions, la procédure judiciaire. Alors on retrouve parfois, elles sont laissées toutes seules avec leur agresseur. Les auditions peuvent être très traumatisantes, c'est-à-dire que c'est l'enquête est sur la victime, sur sa sexualité. Il y a une sorte d'inversion, c'est le monde à l'envers, et on passe la vie sexuelle de la victime au crible. En gros, les victimes, elles ont l'impression que c'est elles qui sont sur la sellette et que finalement, il y a une inversion des rôles, que le coupable devient la victime et la victime le coupable. 89% des victimes ont mal vécu le procès. Alors, bon, déjà, les procédures sont très longues. En plus, à chaque fois, elles doivent se répéter sur les faits. Pour des personnes qui souffrent de psychotraumatisme, ça peut être très très dur parce qu'elles sont obligées de revivre ce qu'elles ont vécu à chaque fois qu'elles le racontent. Il faut aussi prendre ça en compte. Et puis voilà, c'est très dur d'entendre les avocats de la défense minimiser, banaliser les faits, mettre en doute leurs paroles. C'est des moments très durs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de tentatives de suicide qui se produisent durant les procès. Bon, au final, il y a un vrai sentiment d'injustice, hein. Les répondants n'ont pas l'impression que la gravité des violences sexuelles qu'ils ont subies soit reconnue. Et donc, le sentiment que la justice privilégie les agresseurs au détriment des victimes. Voilà, c'est long, c'est coûteux, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Et si au final, ça aboutit à une non-reconnaissance, et on ne parle même pas de la condamnation de l'agresseur, mais bien d'une reconnaissance de ce que la victime a subi. C'est ça qui est important pour les victimes. Alors, le sentiment d'injustice, il est aussi aggravé par les problèmes de prescription, hein. Quand les victimes parviennent enfin à porter plainte après de longues années et qu'elles découvrent que finalement, non, les faits sont prescrits, c'est une grande douleur parce que c'est l'impression que ça ne pourra jamais être reconnu. Et la correctionnalisation des viols, hein, qui est un procédé qui est vraiment qui minimise, qui banalise et qui en plus qui bafoue les droits des victimes à obtenir justice pour le crime qu'elles ont subi. Donc 81% des répondants pensent que la justice n'a pas joué son rôle et elles estiment aussi à plus de 80% d'entre elles ne pas avoir été protégées par la justice de façon suffisante, hein. On voit que parfois elles se retrouvent à être en confrontation avec leur agresseur et c'est très très dur pour elles. Alors, 70% des victimes rapportent qu'elles ne se sont pas ressenties reconnues par la police et la justice. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les victimes qui ne se sont pas senties reconnues par la police et la justice, elles ont plus tendance à faire de tentatives de suicide que les autres. Donc ça a une importance. C'est-à-dire que si le parcours judiciaire pouvait être amélioré pour les victimes de violences, si les professionnels de la justice, de la police pouvaient être formés, eh bien, peut-être que des morts pourraient être évitées.
Donc malgré tout ce tableau effrayant, les victimes seraient quand même prêtes à reporter plainte, à recommencer si c'était à refaire. Elles sont 62% à le rapporter. Et ce chiffre peut s'expliquer parce que voilà, l'idée n'est pas forcément de faire condamner l'agresseur ou d'obtenir des réparations financières. C'est l'espoir d'être reconnu comme victime et également de protéger les autres victimes que pourrait faire l'agresseur. Les agresseurs ont souvent de longues carrières. Il n'y a pas tant d'agresseurs que ça, mais malheureusement, ils arrivent à faire quand même énormément de victimes, d'autant plus s'ils bénéficient d'une certaine impunité, comme on vient de le voir avec ce tableau. Donc voilà, il ne s'agit donc pas de déconseiller aux victimes de violences sexuelles de porter plainte, d'avoir recours à la justice, mais ce qu'il faut, c'est améliorer la prise en charge, former les professionnels et respecter leurs droits.